Bonjour et bienvenue. I think I got to Nous sommes en France et donc on m'a demandé de parler français, mais je suis un peu, comme on dit, lazy. Et donc je vais changer, je parle anglais, mais puis tout le reste du panel sera en français, donc vous avez la traduction simultanée. Et ça, j'espère, ça va marcher. Donc, I'm Paola Subacchi. I'm the Chair of Sovereign Debt and Finance at Sciences Po here in Paris. Paola Subacchi. I'm the professor and Chair in Sovereign Debt. Je suis la professeure et la présidente de la dette souveraine et de la finance à Sciences Po. Et j'ai un panel excellentissime aujourd'hui. Donc je vais les présenter et puis ensuite je vais poser quelques questions. Mais j'aimerais aussi que vous soyez engagés dans cette discussion. Donc on va continuer à parler et à échanger. S'il vous plaît, posez vos questions. Vous pouvez lever la main et poser les questions qui vous intéressent. Comme ça, cette courte séance pourra être un peu plus interactive. Comme vous le savez, il y a énormément de défis qui entourent la dette souveraine et les vulnérabilités de dette restent très élevées, particulièrement dans les pays à faible revenu. Donc, il y a des pays qui sont déjà en détresse. Il y a des pays qui ont énormément de mal à avoir une dette soutenable. En particulier, le défi principal, c'est comment faire face au très haut coût du service de la dette. Donc, on va se pencher lors de cette séance sur cette durabilité, cette soutenabilité pour les pays qui ont énormément de mal avec ces charges de service de la dette pour avoir un peu plus de marge de manœuvre budgétaire. Donc, on va enquêter certains cas et certains instruments qui pourraient nous aider. Maintenant, je vais vous présenter les panélistes. Vous pouvez voir leur nom à l'écran. Je vais commencer donc par Monsieur Lancinet Diaby, qui est à ma gauche. Monsieur Diaby est le directeur général du département de finances à la République de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Ensuite, Frédéric Roder, directeur du secrétariat au groupe de travail des taxes de solidarité. Je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, William Rose. À Paris, elle est très reconnue. C'est l'associé directeur pour la stratégie d'entreprise et membre du comité exécutif à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et finalement, nous avons Stéphane Charby, qui est associé directeur chez Rothschild. Bienvenue à tous. Je vais donc commencer par Frédéric. J'aimerais vous demander de nous présenter un résumé des défis auxquels font face les pays à faible revenu. Pour faire face à ces défis à long terme, surtout pour l'atténuation du climat, l'adaptation au climat, et tous les investissements qui sont nécessaires au développement à long terme, un développement durable donc, et qu'il faut aussi faire le service de la dette, sinon il y aura une détresse dans ce cas-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de la situation? Merci. Thank you, Paola. Merci, Paola. Good to be here, and to Je see a suis lot of ravie people joining us today. d'être ici présente. So I think you already set the scene. Je pense que vous avez déjà présenté le contexte.
Et il continuera à avoir énormément de discussions autour de la crise de la dette qui s'amplifie. Et pour certains pays, c'est un problème de souveraineté, mais c'est aussi un problème de liquidité pour d'autres pays. Mais si l'on regarde un peu plus largement, il y a déjà des dettes qui existent. Il faut empêcher les pays d'être en détresse encore plus qu'elles ne le sont déjà à cause d'événements d'aléas climatiques. Par exemple, la Jamaïque est un exemple malheureusement de cette situation. Il faut nous assurer que les pays les plus vulnérables face au changement climatique, qui ont déjà énormément de défis, comme par exemple des très hauts taux de pauvreté extrême, que ces pays aient accès à des financements adéquats au bon moment. Et ce n'est pas seulement des financements adéquats, mais de bonne qualité également. Donc on est à Paris. Et il y a presque 2 ans et demi, Monsieur Macron a organisé un sommet de financement à Paris. Je viens de me rendre compte que je parle anglais. Non, en fait, le constat de base de ce sommet, c'était qu'il y a un problème en termes de financement, plus largement, et plus particulièrement aussi en termes de dette, et qu'aucun pays devrait choisir entre soit lutter contre le changement climatique ou bien lutter contre l'extrême pauvreté. Et j'aimerais revenir sur 2 avancées majeures qui sont sorties de ce sommet et qui restent tout à fait pertinentes aujourd'hui. Je dirais d'autant plus que la situation ne s'est pas du tout améliorée. Alors une, c'est donc si on parle d'accès au financement, j'ai déjà évoqué le cas de la Jamaïque, juste parce que voilà, il est dans l'actualité malheureusement, mais il y a plein d'autres pays comme ça. Il faut que dans des situations de désastres naturels, par exemple, ou d'ouragans, etc., que ces pays aient rapidement accès à de la liquidité. Et une avancée majeure, et je pense que William en parlera beaucoup mieux, mais je pense que c'est un outil assez très intéressant et qui peut encore être généralisé, c'est des clauses suspensives de la dette. Donc, en cas de catastrophe naturelle, un pays peut du coup suspendre le paiement de sa dette, qui est du coup, c'est juste l'échéancier qui change. Donc, pour les créanciers, c'est tout à fait acceptable aussi, mais ça lui permet d'avoir directement plus de liquidité que sans cette suspension, et donc pouvoir réagir très rapidement, ce qui est très important pour éviter des coûts additionnels. Après, vous l'avez déjà dit, Paola, c'est les investissements dans la résilience au long terme. Et ça, c'est un grand sujet aussi, notamment pour des pays avec des hauts niveaux de dette qui utilisent une grande partie de leur budget pour rembourser la dette. C'est de garder suffisamment accès à des financements. Et là, je voudrais évoquer les taxes solidaires. Donc, l'idée est toute bête, excusez-moi, mais je pense que c'est vraiment tout bête, c'est de mettre un petit prélèvement, une petite taxe sur des secteurs qui sont hautement mondialisés, pour beaucoup hautement pollueurs et très souvent sous-taxés. Ce qui peut être fait dans des pays du Nord, comme la France, mais aussi dans des pays du Sud. Et il y a un exemple très concret qui, en fait, est une émanation du sommet d'il y a 2 ans et demi, mais qui va vraiment être lancé là dans quelques jours à Belém. C'est une première coalition pour taxer les vols premium, c'est-à-dire les vols les plus pollueurs ou les passagers les plus pollueurs, donc classe affaires, classe première et jet privé, et d'utiliser ces fonds additionnels pour les investir dans la résilience, notamment dans les pays du Sud, mais pas seulement, aussi bien évidemment dans les pays du Nord qui font face également au changement climatique, même si le défi n'est pas tout à fait le même. Donc je trouve que c'est des outils très concrets qui peuvent apporter des financements en cas de crise et sur le long terme pour aider les pays à mieux affronter les défis mondiaux. C'est bien évidemment pas pour dire qu'il ne faut pas trouver des solutions, par exemple, au stock de la dette. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même aussi inclure dans une discussion plus largement sur cette question de l'accès au financement. Merci.
Thank you, Frédéric. I think it was very interesting because you really Merci beaucoup. C'était très intéressant. Vous avez dit, Frédéric, que l'équilibre à trouver, il y a un équilibre à trouver entre le service de la dette pour éviter la détresse de la dette. Mais il y a deux enjeux, les investissements à long terme, surtout pour l'adaptation et l'atténuation de climat, mais aussi la lutte contre l'extrême pauvreté. Et ça, bien sûr, c'est extrêmement important également, de le faire maintenant plutôt que dans 10 ans ou dans 20 ans. Il faut le faire maintenant. Et les pays, d'une certaine manière, sacrifient leur développement pour rembourser leurs dettes. Donc, il y a aussi une suggestion très importante que vous avez faite, c'est comment aborder ces défis de manière concrète. Vous avez parlé de certains outils à mettre en place. Et c'est une question ouverte. On peut voir avec la Jamaïque que les clauses suspensives peuvent être intéressantes s'il y a une catastrophe naturelle. Mais il y a d'autres exemples également. Et là, maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Diaby, puisque dans votre pays, dans votre pays, vous avez énormément d'outils qui sont assez intéressants avec la Banque mondiale, des échanges de dettes pour le développement. Donc, Monsieur Diaby, pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de ces outils innovateurs en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Alors nous sommes constamment à la recherche d'outils pour créer de l'espace budgétaire. Vous avez mentionné tout à l'heure que c'était un peu l'objectif. Donc bien entendu, le premier outil pour créer de l'espace budgétaire, c'est d'abord de mobiliser plus de recettes fiscales. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait en Côte d'Ivoire. Comme beaucoup de pays, nous avons eu à absorber deux chocs exogènes très importants avec la crise du Covid et la crise ukrainienne. Mais au sortir de ces crises, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire, avec un déficit de plus de 6%, d'avoir une véritable stratégie de mobilisation de recettes fiscales. Ce que nous avons fait de manière assez agressive, et nous avons pu relever le niveau de pression fiscale à un niveau important qui nous permet aujourd'hui de revenir à un déficit fiscal autour de 3%. Donc ça a beaucoup contribué à la création d'espaces budgétaires. Ceci étant dit, la gestion proactive de la dette est bien entendu un outil supplémentaire pour dégager des marges de manœuvre au niveau du budget. Et c'est ce que nous avons exploré avec cet instrument. Pour que cette solution soit efficace, bien entendu, il faut que vous soyez en mesure de contracter une dette relativement peu onéreuse par rapport au stock de dette que vous avez, mais surtout avec une maturité beaucoup plus longue. Donc nous avons exploré différentes solutions. On a eu des opérations de gestion de passifs qui reposaient sur des solutions de marché. Nous avons émis des Eurobonds, par exemple, dès 2024, qui ont servi à faire des exercices de gestion de passifs. Mais comme nous sommes constamment à la recherche d'opérations, je dirais, un peu plus optimales, nous avons entamé des discussions avec le groupe de la Banque mondiale dans le but de pouvoir utiliser leur garantie AAA. Comme je disais, le plus important, vous essayez de résoudre deux choses, une dette peu onéreuse et une maturité longue. Le meilleur moyen, un des meilleurs moyens qu'on a trouvé de le faire, c'est de leverager, excusez-moi du terme, les garanties AAA du groupe de la Banque mondiale pour pouvoir obtenir ce type de financement. Donc le groupe de la Banque mondiale nous a octroyé en 2024 donc une Partial Credit Guarantee de 240 millions d'euros que nous avons utilisé pour mobiliser un financement donc auprès d'une banque de 400 millions d'euros. C'était donc une garantie qui couvrait 60% du montant. On a pu mobiliser à travers cette banque un financement sur 15 ans avec 5 ans de grâce qu'on a utilisé pour repayer des prêts relativement court terme dans notre portefeuille. Donc vous voyez tout de suite l'impact que ça peut avoir en termes de marge budgétaire. Et en plus de ça, le coût
de cette nouvelle dette était environ 200 points de base en dessous de notre courbe Eurobond. Donc l'effet combiné de cette maturité de 15 ans, 5 ans de grâce et d'un coût 200 points de base en dessous donc, de notre courbe Eurobond a dégagé un espace budgétaire qu'on a estimé à peu près à 330 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Donc ça, c'est un exemple type des exercices de gestion de passifs qui fonctionnent, je dirais, de manière très optimale. En plus de ça, l'idée de cette transaction, c'était de simplifier un peu ces transactions qui se faisaient déjà, mais avec des structures beaucoup plus complexes. Par exemple, avec des SPV offshore, avec des règles de décaissement et de suivi assez complexes. Là, c'était une transaction totalement onshore, si j'ose dire, c'est-à-dire que l'emprunteur final était le ministère des Finances de Côte d'Ivoire et les ressources étaient fléchées vers un projet existant, un projet de la Banque mondiale pour la construction d'écoles. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas également de complexité au niveau de décaissement, etc. C'était déjà un programme en place qui a été financé à travers la valeur actuelle nette des économies du service de la dette, c'est-à-dire le service de la dette précédent comparé au service de la dette avec le prêt refinancé. On a estimé à peu près à 60 millions d'euros la valeur actuelle nette donc, de ces économies qui ont servi donc, à augmenter la taille d'un projet existant de la Banque mondiale dans le secteur de l'éducation. Donc concrètement, on a pu construire, je crois, 30 écoles et lycées en plus pour à peu près 30 000 étudiants. Donc c'était une transaction gagnante-gagnante, puisque pour nous, ça nous a permis de dégager de l'espace budgétaire de manière très importante. Ça nous a permis de réaliser un exercice de gestion de passifs qui renforce la catégorisation modérée de notre dette, et ça nous a permis d'augmenter l'impact d'un projet concret sur le terrain. Vous avez créé donc ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et bien sûr, l'espace budgétaire est créé par une adhésion juste. Et il faut mobiliser les ressources du pays. Et nous en avons parlé lors du sommet à Séville en juillet dernier. Mais il y a 2 points très importants lors de ce cercle vertueux. Premièrement, l'extension de la maturité de cette dette et la réduction du coût de cette dette. Et ce qui est important, c'est que ces économies qui sont réalisées ne sont pas utilisées pour autre chose que, bon, c'est pour soutenir le budget, mais c'est un échange de dettes pour le développement. Ce n'est pas de l'argent qui peut être utilisé pour quoi que ce soit. C'est un espace budgétaire qui est libéré pour afin de développement. Et comme vous avez dit, vous l'avez utilisé pour construire des écoles. Vous avez aussi parlé d'acteurs externes. Premièrement, les banques de développement multilatérales comme la Banque mondiale, mais d'autres conseillers également. Donc, cela me permet de vous présenter Stéphane et puis ensuite William. Stéphane, je vous passe la parole et je vous pose cette question. Il y a un cercle vertueux là qui nous a été présenté comme exemple pour libérer l'espace budgétaire et vous avez beaucoup d'expérience en conseil de gouvernement pour trouver des solutions pour gérer ces défis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les instruments novateurs qui peuvent être mis en place pour étendre cet espace budgétaire et le développement? Merci. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Je crois que le premier élément, Paola, par rapport à votre question, c'est de se rappeler un petit peu la nature de la crise dont on parle, pour revenir aussi au titre de votre panel. La grande différence entre la crise d'aujourd'hui et les crises passées, c'est qu'on est dans une crise qui est peu visible et assez silencieuse. La Côte d'Ivoire, c'est l'exemple très vertueux.
Mais la réalité, c'est qu'effectivement, depuis des années, un certain nombre de pays consacrent une part de leurs ressources de plus en plus importante à honorer le service de leur dette. 10%, 20%, 30%, parfois 40%. L'Égypte, pour vous donner un autre exemple, consacre 33% de ses ressources à honorer le service de la dette. Et c'est une différence importante parce qu'on n'est pas dans une crise visible, on n'est pas dans une crise de solvabilité, comme en parlait Frédéric, on est effectivement dans une crise silencieuse où des pays ont de moins en moins de marge de manœuvre pour assurer des dépenses de fonctionnement, mais surtout pour investir. Et donc ça rend les mécanismes d'autant plus difficiles à mettre en place parce qu'on est dans quelque chose qu'il faut anticiper. Et il faut qu'on anticipe les secteurs sur lesquels il y a besoin de plus d'investissement et il faut anticiper les bonnes mécaniques d'accompagnement des États pour leur donner de l'espace fiscal et leur permettre de faire ces investissements. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, pour qu'on ne fasse pas que se féliciter du cas de la Côte d'Ivoire, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui collectivement, c'est minuscule. Vous parliez du sommet de 2023. Je crois qu'à l'époque, on a estimé le besoin de financement dans les pays émergents pour assurer l'atteinte des objectifs de développement durable, quelque part entre 3 et 4 trillions de dollars, donc 3 000 à 4 000 milliards de dollars par an. Le monde des debt swaps, le monde qu'on appelle le monde du blended finance, c'est-à-dire la combinaison du secteur officiel et du secteur privé pour dégager des marges de manœuvre fiscales à travers des bonifications, c'est, selon l'OCDE, 50 milliards de dollars par an, selon l'institut de référence dans le domaine qui s'appelle Convergence, 25 à 30 milliards de dollars par an. Donc l'ordre de grandeur, c'est qu'aujourd'hui, on fait 1% de ce qui est nécessaire. Alors, la dette n'est pas le centre de tout dans la gestion d'un État. Et la dette n'est pas le seul levier. Il y a aussi un levier fiscal, il y a un levier de réforme structurelle, mais sur la partie de la gestion de la dette, on fait aujourd'hui 1% de ce qu'il faudrait faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre en place et comment on peut faire plus ? Il y a 3 grands acteurs dans cette conversation. Le premier acteur qui est à ma droite, c'est les banques multilatérales et bilatérales de développement. Le deuxième acteur, c'est le secteur privé, c'est les investisseurs. On pense toujours ou souvent que c'est les banques, mais en fait, ce n'est pas vraiment les banques qui investissent et qui prêtent de l'argent. C'est des fonds de crédit, c'est des fonds d'asset management, c'est des fonds de pension, c'est ce qu'on appelle aussi le shadow finance, c'est-à-dire des institutions pas forcément réglementées, qui ont la possibilité d'investir en Côte d'Ivoire, en Colombie, en Ouzbékistan, dans le secteur de la transition énergie, mais qui ont aussi la possibilité d'investir dans le secteur de l'oil and gas au Texas. C'est ça les questions qui se posent. Et la troisième catégorie d'acteurs, c'est les acteurs du monde réglementaire. La Banque de règlement internationaux, qui établit notamment les normes prudentielles auxquelles les banques et les investisseurs sont soumis, les agences de notation et tous les gens qui contribuent à édifier des normes juridiques et réglementaires. L'amélioration, et ce qu'on peut faire demain, c'est de faire en sorte que ces 3 catégories d'acteurs, non pas se parlent, parce qu'ils se parlent, mais ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas et ils prennent des décisions qui vont pas toutes dans le même sens. Je vais vous donner 2 exemples de ça. On a tous entendu ces dernières années des appels vis-à-vis des banques multilatérales de développement à faire plus de garanties. Parce qu'effectivement, c'est plus efficace et le cas de la Côte d'Ivoire le montre bien. Sauf que simultanément à ça, sur la comptabilisation des garanties, ce qui fait partie du rôle des institutions prudentielles, on n'a pas été en avant, on a été en arrière. Et donc beaucoup d'institutions, aujourd'hui, quand elles octroient une garantie, ça leur coûte le même montant que si elles faisaient un prêt. Donc ça, c'est un premier exemple de contradiction. Un deuxième exemple de contradiction, c'est ce qui concerne les agences de notation. On parle souvent de primes de risque dans les pays émergents, de primes de risque africaines. Les agences de notation ont un rôle
essentiel. Et il faut qu'on commence à faire davantage la différence entre la réalité et la perception du risque. L'année dernière, la Banque mondiale a publié une base de données qui s'appelle le GEM, Global Emerging Market Database, qui montre que sur les 35 dernières années, le risque de défaut sur des projets dans les pays émergents, dans lesquels le secteur officiel intervient, il est quelque part, je vous épargne les détails, entre 0,5 et 1%. Ça, c'est un risque de défaut qui est très faible. Et donc la conséquence de ça, ça devrait être que les agences de notation notent de manière meilleure ce que la Bird peut mettre en place et les swaps qu'on peut mettre en place demain, c'est-à-dire apporter le bilan, l'assistance technique et l'expertise des banques multilatérales de développement à travers une garantie pour permettre à un certain nombre de pays de s'endetter à travers ces garanties, bénéficier de notations bien meilleures et donc avoir accès à des financements à un coût beaucoup plus faible. Thank you, Stéphane. Very important point. Merci Stéphane. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire c'est une crise invisible, une crise qui touche beaucoup de pays, mais il n'y a pas d'impact systémique en tant que tel et donc cela passe sous le radar, pour ainsi dire, mais ça touche énormément de pays et les moyens de subsistance d'énormément de personnes. Donc il ne faut pas oublier cela. Il faut contextualiser cette discussion au sein de ce Forum de Paris pour la paix. Frédéric a parlé du sommet il y a 2 ans sur les populations et la planète, et c'est la même chose. La prospérité des gens fait partie de ce monde qu'on veut construire. On est au Forum pour la paix, on veut un monde prospère. Et vous avez parlé des acteurs aussi, et du fait que nous avons l'un de ces acteurs ici présent. Donc, William, j'aimerais revenir à ce qu'avait dit M. Diaby sur le rôle de la Banque mondiale dans la structuration des échanges de dette pour le développement. Donc les garanties données par la Banque mondiale, les banques multilatérales de développement, les garanties données par ces banques pour relever ces défis dont a parlé Stéphane sur la perception du risque. Si il y a des garanties de la Banque mondiale, tout le monde veut un peu plus donner des crédits aux pays en développement, si je puis dire. Donc, William, est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de la manière dont les banques multilatérales de développement, et là, bien sûr, je dis multilatérales puisque c'est le cas ici, mais il y a aussi des banques bilatérales de développement qui peuvent jouer un rôle crucial. Merci beaucoup, Paola. Ça marche, vous m'entendez? Oui. Effectivement, merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel pour donner le point de vue des banques multilatérales, comment elles travaillent avec les pays. Alors, je vais juste dire une phrase sur un point quand même important donc qu'on n'a pas évoqué, c'est l'appui au pays sur le management de la dette. C'est l'assistance technique sur les offices en charge de la dette, et c'est aussi des enjeux de gouvernance entre l'office qui gère la dette et puis les autres ministères. L'Afrique du Sud avait organisé il y a quelques mois un échange sur ce sujet en invitant plus d'une dizaine de pays africains et des pays du G20. Et on avait vu que ce sujet de la gouvernance interne au pays, ne pas engager des dépenses si on n'a pas la liquidité pour cela, etc., était aussi un point important, et tout ce sujet de transparence vis-à-vis du Parlement national, etc. Si je reviens sur la partie plus les appuis financiers, on a des banques multilatérales qui ont comme mandat le soutien budgétaire. Donc le premier volet, effectivement, et je crois la Côte d'Ivoire en a bénéficié aussi, c'est un programme de réforme soutenu par le Fonds monétaire international, des lignes de financement budgétaire à bas coût et à longue maturité de la Banque mondiale et d'autres banques qui ont ce mandat.
Et un point important, c'est qu'il y ait des synergies entre ces actions de soutien budgétaire au niveau multilatéral et ce qui peut être fait au niveau bilatéral par les créanciers bilatéraux qui ont aussi cette possibilité de pouvoir faire des appuis budgétaires pour que, de manière générale, les pays qui sont fragiles puissent bénéficier au global de flux nets positifs. Ce qui s'est beaucoup développé depuis 1 ou 2 ans, c'est d'avoir une vision plus large des enjeux de liquidité. Effectivement, le FMI, la Banque mondiale, avec les pays, ont travaillé sur une approche sur la liquidité en 3 piliers qui regroupe tout ce que j'ai dit, plus des exemples tels que ce qui a été présenté pour la Côte d'Ivoire, qui sont des rehaussements de crédit en quelque sorte. Donc une banque multilatérale, comme ça a été expliqué, apporte sa notation, son AAA, et permet à un pays de lever des nouveaux financements à bas coût et du coup de racheter cette dette qui est plus élevée. Alors, 2 points, ça marche surtout s'il y a un enjeu de perception très fort. On voit bien que ça ne peut pas marcher si on est face à un pays qui est à 2 doigts de faire défaut. Mais c'était évidemment pas le cas de la Côte d'Ivoire, mais je crois que ça a joué beaucoup aussi le fait que la Côte d'Ivoire est en parallèle de cette opération de management passif. Vous avez pu aussi émettre de la dette obligataire directe, sans appui multilatéral. Donc c'est aussi une manière de montrer la capacité d'un pays et changer la perception du risque, je dirais, au-delà de l'appui apporté par la garantie de la Banque mondiale. Pour des banques multilatérales comme la BERD, qui ont un mandat principalement secteur privé, on agit de manière plutôt indirecte. On participe d'une certaine manière à combler le gap de financement au niveau de la balance des paiements, en apportant des financements sur des projets. Dans certains cas précis, comme pour l'Ukraine, on peut apporter de la liquidité en soutien à des entreprises publiques. Donc là, on est très directement en contribution à un problème de balance de paiement. Mais de manière générale, l'approche de la BERD et aussi de certaines autres banques de développement, c'est de regarder le secteur financier local dans son ensemble et de travailler avec le pays via du dialogue politique pour renforcer ce marché financier local. Ça commence souvent par renforcer la Banque centrale, son indépendance, la manière dont elle travaille avec les banques privées. C'est aussi travailler sur les réglementations locales, sur tous les titres financiers, les produits dérivés et les marchés repo pour les aligner sur les standards internationaux. C'est extrêmement important parce qu'ensuite, c'est ce qui permet justement de pouvoir avoir des financements privés qui viennent, je dirais, même sans appui de garantie de la Banque mondiale. Un exemple que je trouve très frappant dans l'action que mène la BERD dans beaucoup de pays, c'est d'être active comme une banque locale sur le marché de court terme, sur le marché monétaire. Elle émet des titres, elle investit, elle crée du coup une liquidité en monnaie locale. Donc elle participe à structurer ce marché financier local et ça lui permet aussi d'avoir une poche de liquidité en monnaie locale pour faire des financements de projets. Un autre élément important qu'on a mis en place dans différentes zones, c'est l'appui à l'intégration des marchés financiers régionaux. Parce qu'un pays seul est souvent de trop petite taille pour attirer des financements internationaux. Alors on a fait ce type d'action sur les pays baltes. On est en train de faire aussi une action avec 8 marchés boursiers en Europe centrale et orientale. Mais ça marche aussi même sur des petits pays. On a pu le faire par exemple en Géorgie, où on a pu petit à petit renforcer ce système renforcer la structure du marché financier local. Et aussi dans toutes ces régions, ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'il y a des émissions de titres obligataires nouveaux, ça peut être des cover bonds, ça peut être toutes sortes d'instruments nouveaux, d'être en appui, en achetant, en souscrivant à ces titres. Et cet effet signal des banques multilatérales est aussi un élément important qui peut permettre d'attirer des financements. Et le dernier point, c'est tout ce travail des banques multilatérales sur la mobilisation de la finance privée, donc ce que mentionnait Stéphane. Et effectivement, on voit que
on peut avoir des outils de partage du risque, mais si on veut vraiment qu'on soit à l'échelle, il faut que ça puisse se faire sans mobiliser trop de financement concessionnel. Et donc, il faut travailler plutôt sur la perception du risque. Donc, c'est effectivement communiquer sur le risque observé sur nos portefeuilles quand on investit dans le secteur privé. Quand une banque multilatérale investit dans le secteur privé, elle n'a pas de statut de créancier privilégié. Et on peut montrer que les taux de défaut sur les projets, par exemple, d'infrastructures en Afrique sont très bas. Et donc, il faut effectivement communiquer sur ces éléments-là. Et on peut aussi mobiliser de la finance privée via de la titrisation d'une partie de notre portefeuille. Et là, il y a effectivement tous les enjeux qu'a évoqué Stéphane sur avoir une réglementation qui soit bien sûr basée sur les risques, mais qui soit pas pénalisante vis-à-vis des structures de titrisation qu'on met en place. Merci. Thank you. Lots to absorb here, but if I can resume it in Il y a beaucoup à absorber dans tout ce que vous dites, mais si je peux résumer cela, c'est une approche globale. Il n'y a pas non plus de système qui fonctionne pour tous. C'est vraiment au cas par cas. Il faut tenir compte du niveau international, mais également du niveau national, mobiliser des capitaux nationaux quand c'est possible. Ce n'est évidemment pas possible dans tous les pays. Il n'y a pas forcément l'épargne nécessaire, mais il faut également tenir compte du niveau régional qui est également très important. Est-ce que vous aviez quelque chose que vous souhaitiez ajouter? Et puis, je me tourne aussi vers le public. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît, levez la main et je vous donnerai la parole. Pendant que vous préparez votre question, oui. Monsieur Diaby avait quelque chose qu'il souhaitait ajouter. Ajouter un complément à ce que Stéphane a dit sur l'importance des garanties. Je pense qu'avec plus de standardisation de ces produits de garantie et plus de coopération au sein des banques multilatérales de développement, on pourrait avoir des résultats beaucoup plus probants. Je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire a conclu une transaction cette année. C'était le premier Sustainability Linked Loan mis en place par la Côte d'Ivoire. On a pu bénéficier d'une couverture à 100%, contrairement au Debt for Development Swap où c'était à 60%. Parce que la Banque mondiale, donc le guichet IBRD et MIGA ont collaboré pour nous donner une structure de garantie, donc de première perte et de seconde perte. L'impact est substantiel, puisque dans le cadre du Debt for Development Swap, comme je l'ai dit, on avait pu mobiliser un prêt sur 15 ans avec 5 ans de grâce. Avec cette structure-là, on a pu mobiliser toujours sur 15 ans, mais 10 ans de délai de grâce. Donc vous imaginez un peu l'impact fiscal que ça crée. Et en plus de ça, le coût a été réduit de 200 points de base en plus. Donc pour le Debt for Development Swap, on était à 200 points de base en dessous de notre courbe Eurobond. Pour le Sustainability Linked Loan, on était à 400 points de base en dessous. Donc pour moi, si on arrive à combiner des garanties de différentes banques de développement pour sortir des instruments totalement couverts de ce type-là, l'impact en termes de réduction de coûts et de rallongement de maturité est énorme. Et il faudrait que les banques multilatérales de développement puissent collaborer pour standardiser leurs projets et s'accorder sur des structurations de ce type-là. Merci. This is again very important, but William, a point for you, but after this question, William, vous allez pouvoir parler, mais pouvez-vous nous dire comment est-ce que les banques de développement peuvent étendre le système? Mais d'abord une question. Pardon, j'avais un problème de casque. Je viens de TMP. Nous sommes un think tank et on travaille sur l'interaction du changement climatique avec d'autres sujets complexes. Ma question est la suivante. Nous savons que le changement climatique s'accélère, que les modèles du groupe d'action sur le climat, du GIEC, doivent être actualisés. Je me demandais si vous pouviez nous
parler de l'impact que pourrait avoir le changement climatique sur les recettes des États et nécessiter des dépenses supplémentaires en réponse aux catastrophes naturelles et l'effet que cela peut avoir sur les projections budgétaires, en particulier pour M. Diaby, mais également pour tous ceux qui souhaiteraient répondre. Cela m'intéresserait beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Diaby, est-ce que vous voulez répondre à cette question sur le changement climatique et comment vous tenez compte du changement climatique dans vos budgets? La Côte d'Ivoire est partie aux traités internationaux comme les accords de Paris, donc cela figure complètement dans notre planification. Nous avons un plan national à 5 ans qui touche tous les secteurs de l'économie. Les dépenses sont très détaillées dans les projets et le nombre de projets. Et il y a des projets axés sur le changement climatique. Au niveau financement, en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place un cadre en 2021. C'était la première version. Et ce cadre est utilisé pour la mobilisation des ressources dédiés à des projets ayant un impact spécifique, non seulement social, mais climatique. Nous avons pu, ces dernières années, lever 5 milliards d'euros de ressources qui ont été consacrés à différents types de projets dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment une politique que nous souhaitons poursuivre. Et l'opération dont je viens de parler, le Sustainability Linked Loan, donc ce prêt lié à la durabilité, sera entièrement consacré à des projets nous permettant d'atteindre des objectifs. Nous avons 2 types d'indicateurs sur cette transaction. Le premier qui est d'atteindre un certain mix énergétique d'ici 2030. Je crois qu'il faut qu'on soit à 60% de renouvelables dans notre mix énergétique. Et le deuxième indicateur de performance, c'est la déforestation. Et donc là, il faut reboiser et limiter jusqu'à un certain niveau et limiter la déforestation en deçà d'un certain niveau. Donc une grande partie du financement que nous avons réussi à obtenir vont être affectés à ces projets. Oui, il y a 2 questions, 2 par ici. Il faut que vous soyez vraiment très bref. Nous avons seulement 3 minutes. Bon, je vais la faire en français. Et merci beaucoup dans un premier temps pour ça. Et moi, je viens d'Argentine et justement, je voulais savoir à quel point des organismes comme le FMI favorisent les pays ou finissent par les détruire, car parfois, c'est l'histoire qui se répète et que, comme on a donné l'exemple de l'Égypte, qu'on a de plus en plus des pourcentages du budget dédié à ça. Et bon, ça. Il y a une autre question d'abord avant de laisser le panel intervenir. Donc, ma question est pour Stéphane Charby et concerne la prime de risque et les agences de notation. Je me demandais si vous aviez connaissance d'initiatives, de projets pour lier les agences de notation qui ne soient pas liées aux 3 principales agences, si cela permet un progrès. Stéphane d'abord, et puis ensuite nous reviendrons pour vous pouvez répondre, et puis ensuite dernière considération. Est-ce qu'il y a des initiatives? Oui, il y en a, mais qui ne donnent pas de résultats. L'Afrique du Sud, qui a la présidence du G20 en 2025, a mis en place une commission qui s'appelle le Cost of Capital Commission, qui devait notamment traiter de ce sujet. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je pense que la solution n'est pas que de nouvelles agences de notation remplacent les agences existantes, c'est plutôt de convaincre S&P, Moody's et Fitch de faire évoluer leur méthodologie
Il y a un certain nombre de points qui ont déjà été débattus par le passé et qui concernent notamment l'évaluation du risque institutionnel et politique qui représente à peu près la moitié des facteurs de notation. Donc travaillons les critères et les méthodologies existantes pour les faire évoluer plutôt que de faire venir de nouveaux acteurs. Sur la question sur l'Argentine, alors là je ne réponds pas en tant que management de EBRD, mais à titre personnel. Ce que j'ai vu moi sur les 4-5 dernières années, c'est un Fonds monétaire international qui travaillait en coopération avec les pays. C'est pas, et je pense que c'est aussi l'expérience de la Côte d'Ivoire. Les programmes de réforme, je crois, je vois bien l'idée, certains ont l'idée qu'elles sont imposées, etc. Mais c'est une discussion, parfois une négociation, mais je ne crois pas qu'il y ait en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est un Fonds monétaire international et des équipes réellement dédiées à travailler avec les pays pour trouver des solutions. Après, la question que vous posez, c'est comment on passe de programmes de réforme qui sont souvent sur des enjeux de 3-4 ans à des changements plus structurels. Et donc ça, c'est là où il faut des actions coordonnées. Oui, alors juste pour clôturer, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a énormément d'outils qui existent, au-delà de ce qu'on peut voir comme un espace assez bloqué sur la question de la restructuration de la dette. Mais Stéphane l'a dit, c'est en même temps, c'est souvent sous-utilisé, où il y a même des développements où on va dans le mauvais sens. Donc par exemple, sur la question de la disponibilité des données, la sous-utilisation des garanties. Je pense que ce qui serait intéressant à voir à Belém, mais peut-être aussi l'année prochaine avec le G7 français, c'est il nous faut une sorte de nouveau momentum pour vraiment utiliser tous les outils et faire avancer des choses qui peuvent avancer malgré les problèmes multilatéraux auxquels on fait face. Ouais, moi je vais peut-être réagir un peu sur l'Argentine et conclure. Moi, je ne vois pas le rôle du FMI comme contraire aux objectifs de développement stratégique à long terme des pays. Et si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons mis en place plusieurs programmes avec le FMI depuis de nombreuses années qui nous ont permis de mettre en place des réformes ambitieuses, notamment en matière de réforme fiscale. Le FMI nous a accompagnés dans le cadre de notre consolidation fiscale et leur intervention est double. Il y a de l'assistance technique pour renforcer les capacités pour atteindre ces objectifs, également un soutien financier avec des ressources d'appui budgétaire concessionnelles donc qui sont très intéressantes pour les États. En parallèle à ça, la Côte d'Ivoire a continué de mener ses orientations stratégiques en termes de développement économique à travers la mise en place des plans nationaux de développement que je mentionnais et qui ont permis une véritable transformation structurelle de notre économie où aujourd'hui on est moins dépendant du secteur primaire, on a beaucoup plus d'activités au niveau du secteur secondaire, donc plus de valeur ajoutée, moins de vulnérabilité par rapport au prix des matières premières. Donc pour moi, ce n'est pas des objectifs antagonistes. Merci. Merci beaucoup. Nous avons à peine dépassé le temps. Merci pour votre attention. C'était une discussion très intéressante et très riche. Merci de donner tous vos applaudissements à notre panel.